Into the unknown, into the unknown, into the unknown. Et ben on est reparti pour un tour. Eh ben allez. Avant qu'on commence de parler de films, sachez que sur les réseaux sociaux en ce moment, sur Facebook, Twitter et Instagram, on a mis en place un calendrier de l'Avent où tous les jours, on donne un conseil de film qu'on trouve pas assez connu à notre goût et qui mérite d'être vu. Nous avons vu Little Joe de Jessica Hausner. Une scientifique talentueuse, une phytogénéticienne pour être plus précis, met au point avec son équipe une fleur capable de rendre heureux. Elle est tellement sûre du résultat qu'elle offre une de ses plantes à son fils. Sera-t-elle en mesure de lui apporter le bonheur ? Little Joe, j'ai beaucoup aimé la mise en scène, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'histoire, et je pense que ça va devenir un meilleur scénario à Cannes. Ouais, effectivement, c'est très bizarre parce que à Cannes, ce film-là a eu meilleure interprétation féminine, et la jeune fille en feu a eu meilleur scénario, du coup. Oui, meilleur scénario. Et ça aurait dû être l'inverse, effectivement. On a adoré tous les deux. Les décors sont très beaux, les lumières sont magnifiques, il y a une très bonne utilisation des couleurs. Ce que j'ai bien aimé aussi, moi, c'est que là où dans d'autres films, il y aurait eu des plans fixes, là, il y a eu vraiment des zooms en continu, ce qui fait que la réalisation nous parle pendant le film. Oui. Elle veut nous montrer ce qui n'est pas à l'écran, et je trouve que ça marche très très bien avec le propos du film, qu'on ne va pas vous dévoiler ici, hein, évidemment, mais j'ai trouvé ça assez fin, assez intelligent. J'ai bien aimé ce que ça dit sur la société où on nous demande d'être heureux en continu, sur la société des antidépresseurs finalement, et aussi sur cette société où on doit trouver le bonheur dans le travail. Ouais, il y a une certaine critique des compagnies pharmaceutiques. Et puis il y a une espèce d'ambiance angoissante tout au long du film qui fait que monter, avec l'utilisation de la musique assez spéciale. Et c'est une musique assez étrange, c'est beaucoup des percussions et qui te fait sursauter à un moment où tu l'attends pas, et ça renforce le sentiment d'angoisse. Effectivement. Nous avons vu J'ai perdu mon corps de Jérémy Kaplan. Une main a perdu son corps dans un accident. Elle part à sa recherche. Au fil des souvenirs se forme la vie d'un homme jusqu'à la perte de sa main. J'ai perdu mon corps. Ah bah merde, où tu l'as mis ? Un film produit par le studio Xilam, que vous connaissez sans doute pour avoir fait moult dessins animés qu'on regardait quand on était plus jeune. La famille pirate, les zinzins de l'espace, Rats, Oggy et le cafard, ce genre de C'est joyeuseté. De programme. C'est pas le même délire. Non, c'est pas vraiment le même délire. Là, c'est un film plus adulte au final. Ouais, complètement. Alors l'animation, elle peut rebuter, hein, je trouve. Mais moi, j'ai complètement accroché au film. L'animation, elle est vraiment incroyable. Une des choses les plus difficiles à animer, finalement, c'est les mains. Et donc, du coup, le gars s'est dit « Hey, je vais faire un film d'animation centré sur une main !» Juste une main, comme ça. J'aime vraiment le fait que le film soit très ludique. On apprend des choses tout au long du film. Au fur et à mesure que la main évolue dans cette ville, on découvre ce qui a mené à cet accident. Le film est d'une sensibilité incroyable, très subtile. C'est un film très très émouvant. C'est une merveille, quoi. Voilà. Oui, c'est une merveille, effectivement. C'est le film qui a remporté le cristal du meilleur long métrage d'animation au Festival d'Annecy, on peut le préciser. Et je trouve ça bien qu'on propose en France des films d'animation qui s'adressent explicitement aux adultes. Généralement, quand on voit un film d'animation qui s'adresse spécifiquement à un public d'adultes, ça va être un truc avec énormément de violence, de gore, avec du cul ou des trucs comme ça. Mais là, pas spécialement. C'est juste que les thématiques traitées, la difficulté à trouver sa place dans la société, ce genre de choses, c'est vraiment des trucs qui vont parler plus aux adultes. Bon, il y a un petit peu de violence et de cul, mais c'est vraiment pas c'est pas le cœur du film, il y en a finalement assez peu. Ouais. Ouais, donc, si vous ne l'avez pas vu, courez voir J'ai perdu mon corps. C'est instanté approval, finalement. Nous avons vu Knife and Skin de Jennifer Reeder. Dans une toute petite ville américaine, Caroline Harper disparaît. Cela va ébranler toute la communauté. Le mal-être des adolescents va alors apparaître au fur et à mesure au grand jour. Alors, Knife and Skin, c'est une expérience assez particulière, on va dire. Alors, comment résumer le film ? C'est un film de UFO.
Voilà, on vous embrasse, on vous aime. Vous êtes toujours là où on ne vous attend pas et vous savez nous proposer des films très particuliers. Des fois, on n'accroche pas du tout, comme c'était le cas cette année de Meurt, Monstre meurt. Et des fois, on accroche plus, comme ça a été le cas des Garçons sauvages, qui a été notre énorme coup de cœur de l'année passée. UFO, c'est le réseau de distribution. C'est un réseau de distribution français qui se spécialise un petit peu dans les films particuliers, atypiques, voilà. Différents. Et je pense qu'ils font du bien quand même dans le paysage, parce que qu'on aime ou pas leurs films, je trouve ça important qu'on propose ce genre de film. Complètement. Knives and Skin, tu as eu du mal, je crois. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Moi, ça me dérange pas, disons, que le film qu'il y ait un parti pris esthétique fort, parce que comme c'est le cas ici, où tout est très, très stylisé, tout est, on va dire, pas réaliste, mais ça donne l'impression d'être un peu dans une sorte de rêve éveillé, ça me dérange pas forcément, mais c'est vrai que le fait que les réactions des personnages soient toujours très très bizarres, c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé. J'ai eu du mal en fait à m'attacher à eux, parce que tu dis ils agissent pas de façon logique, ils se comportent pas comme des vrais gens le feraient, et du coup tu te dis mais qu'est-ce que t'arrives pas à rentrer en empathie avec eux, quoi. Alors moi je le dis tout de suite, c'était un énorme coup de cœur, je pense que c'est mon coup de cœur du mois. Alors c'est un petit peu comme si la réalisatrice avait pris un teen movie et avait décidé de le croiser avec du David Lynch et du Nicolas Winding Refn en fait. Ah oui. Donc du coup c'est quand même un cocktail détonnant. Au-delà de ça, j'ai énormément accroché directement. Là où Marie elle a eu du mal à rentrer parce qu'elle trouvait que les personnages n'avaient pas des réactions logiques, moi j'ai tout de suite été touché par l'espèce de poésie dépressive qui traînait dans cette ville en fait. Et j'ai vu beaucoup de symbolisme en fait dans la façon dont se comportent les personnages. C'est pas du tout logique, mais ça n'a pas à être logique parce qu'ils sont dans leur propre logique. Et je trouve que ça fonctionne bien pour nous expliquer que les dysfonctionnements finalement des adultes, ça a un écho direct sur les adolescents qui souffrent également et qui deviendront ensuite des adultes qui eux-mêmes dysfonctionneront. Et comme ça, il y a une boucle infinie qui se met en place. Oui, mais au final, moi j'ai beaucoup aimé le film. Je pense qu'une fois que t'as compris ce parti pris et que tu commences à comprendre la logique des personnages, tu finis par t'attacher à eux. Ils deviennent de plus en plus humains aussi au fur et à mesure que l'intrigue se dévoile, et du coup t'arrives plus facilement à te projeter et à t'intéresser à ce qui leur arrive. C'est vrai que la fin est très touchante. Visuellement, le film est magnifique. Visuellement, Jennifer Reeder, si je ne dis pas de bêtises, c'est son premier film. Ouais, c'est son premier, c'est sublime. C'est sublime. Pour un premier, décors, pour ce premier film, vraiment c'est très très bien géré au niveau de la mise en scène. Après, au niveau du scénario, on accroche ou pas, hein. Moi j'ai accroché, Marie un petit peu moins. Comme je le dis, il faut vraiment rentrer dedans et accepter que t'es dans un autre délire, quoi. T'es je te dis, comme un espèce de rêve éveillé où rien n'a vraiment de logique. Tu sais pas si t'es dans un film fantastique ou pas. T'es à la limite du fantastique, en fait. Il y a des choses qui... Tout est laissé en suspens, donc on ne saura jamais finalement. Et c'est ça qui est beau aussi. Le fait de laisser le choix au spectateur de se faire son propre film d'une part. Nous avons vu La Reine des Neiges 2 de Jennifer Lee et Chris Buck. Comment ça, vous ne saviez pas qu'une suite au carton de Disney était sortie ? Comment avez-vous fait pour échapper à l'info ? Bon alors, deux salles, deux ambiances finalement avec le film d'avant, parce que là on parle de Frozen 2. Je suis une énorme fan du premier film, donc évidemment je l'attendais au tournant celui-là. À la base j'étais pas forcément sûre qu'une suite était une bonne idée, vu que l'histoire était assez conclusive dans le premier, je trouvais qu'il y avait pas grand-chose à redire. Et au final, oui, la bande-annonce faisait assez envie, parce qu'il y avait une promesse de développer l'univers, justement, d'aller vers d'autres choses, vers d'autres formes d'histoire, de développer aussi le personnage d'Elsa, qui était un petit peu laissé de côté dans le premier, donc finalement, ouais, je me suis dit pourquoi pas. Et au final, j'ai été un peu déçue. Si, au final, j'ai été un peu déçue quand même. Plus que moi finalement, parce que t'avais plus d'attentes, je crois. Peut-être parce que j'avais trop d'attentes, mais j'ai trouvé que, en fait, les promesses du film étaient vraiment super. Que l'univers qu'on nous présentait, le développement de personnages qui avait aussi été vachement bien, mais que le résultat, enfin l'exécution manquait un petit peu de quelque chose, quoi. Pour moi, il n'y avait pas assez de péripéties, le climax arrive pas trop vite parce que le film est pas si court, mais quand le climax arrive, en fait, j'ai l'impression que ça commence seulement et en fait tout est résolu beaucoup trop vite. Ça manque de monter en tension, et les personnages secondaires sont pas assez développés aussi, et ouais, c'est dans la construction de l'histoire vraiment qu'il y a un problème. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que tu développes, en fait. Moi, je trouve que c'est une bonne suite. Donc déjà, c'est bien, parce que Disney, ça n'a pas toujours été le cas. Et je pense qu'on peut vraiment applaudir la volonté de proposer quelque chose de nouveau. Là où, vu le carton du premier film,
Et le fait que c'était un carton assuré également, le 2, ils auraient pu juste ne pas sortir dans leur zone de confort. Et là, ils ont vraiment voulu faire quelque chose de neuf. Et j'ai beaucoup aimé le développement de la petite troupe initiale, à part Christophe qui sert à pas grand-chose. Christophe ne sert absolument à rien dans le film. Je trouve que visuellement, le film est sublime. Oui, on voit qu'ils ont mis énormément plus de budget que dans le 1. On voit qu'il a été vraiment rehaussé parce que visuellement, c'est incroyable. Les chansons, à part une qui me laisse un petit peu perplexe, je les trouve bonnes. Mon gros problème avec le film, ça vient aussi de la résolution que je trouve trop simple. Oui, clairement, il y avait facilement, en très peu de temps, on pouvait mieux faire, finalement, je trouve. Un bon film, une bonne suite, qui mérite son succès, mine de rien. Je préfère que Disney nous fasse des films comme ça, même si c'est un petit peu raté, à des Rois Lions, n'est-ce pas? Nous avons vu Les Misérables de Lajli. Dans ce film, vous ne verrez pas Russell Crowe pousser la chansonnette, mais vous pourrez voir une équipe de la BAC évoluer dans une cité sous tension, alors que les esprits sont censés être apaisés par la victoire des Bleus à la Coupe du Monde de 2018. Ah, Les Misérables, eh bien, je pense qu'on peut dire que pour un premier film, c'est une sacrée réussite. Oui, bravo Lajli, parce que c'est effectivement incroyable. Le film mérite tout ce qu'on dit de lui en ce moment. Je trouve qu'au niveau de l'écriture et de la tension, pour un premier film, c'est d'une gestion incroyable. Oui, et ça va crescendo en plus, parce qu'au début tu te dis, oui bon, ça va être encore un film sur la banlieue, avec d'un côté les gentils flics et les méchants racailles, ou les méchants flics et les pauvres racailles qui essaient de s'en sortir, alors que c'est beaucoup plus nuancé que ça en fait. Au fur et à mesure de la tension qui va aller en augmentant, avec des scènes de course-poursuite dingues, moi j'étais comme ça sur mon siège, tu te rends compte que finalement les deux camps ont des raisons d'agir comme ils le font et que les sources du problème sont plus profondes, quoi. Là où le film est pertinent, et là où il nous dit vraiment des choses sur la situation actuelle, c'est qu'il est nuancé. Il est vraiment nuancé, et les deux points de vue, enfin même pas deux, il y en a myriade de points de vue. Oui, parce que ils même sont au sein des tous flics, exposés. tout le monde pense pas pareil. Au sein des flics, les gens ne pensent pas pareil. Au sein de la banlieue, il y a des gens qui agissent et qui pensent différemment. Et finalement, les choses sont vraiment bien expliquées. Et le film ne prend pas parti. Le film expose la situation et explique qu'il va falloir faire quelque chose si on veut pas que la situation se gangrène encore plus. Et je trouve que le film prend vraiment tout son sens dans la citation finale du film qui est, pour le coup, de Victor Hugo, qui vient des Misérables. Nous avons vu Dr. Sleep de Mike Flanagan. Le film avait énormément de potentiel, la mise en scène est soignée, pourtant la dernière demi-heure gâche absolument tout. On n'a pas envie de revoir un remake Lidl de Shining. Si on veut voir Shining, on regarde Shining. Nous avons vu Hors Normes d'Eric Toledano et Olivier Nakache. Globalement, c'est un coup de cœur, on peut le dire, les acteurs sont très bons, le sujet est bien traité, avec un thème social qu'on n'a pas peur d'aborder de front, d'aborder tous les problèmes que rencontrent ces associations qui s'occupent d'enfants autistes et tout, et le résultat est poignant et prend vraiment aux tripes. Après, il faut souligner le fait que certaines associations et personnes autistes ont relevé que le film a quelques petites incohérences. Que c'était pas réaliste dans le traitement des autistes. J'ai vu, puisque Marie n'était pas avec moi, La Cordillère des Songes de Patricio Guzman. C'est un documentaire qui est très beau. Visuellement déjà, les images sont très belles. Et je trouve que le parallèle qui est fait entre la situation du Chili, de Pinochet jusqu'à nos jours, et cette cordillère des Andes est vraiment très pertinente. Et il y a un aspect poétique qui ressort de ce film. Nous avons vu Le Traître de Marco Bellocchio. Excellent film qui raconte l'histoire vraie de Tommaso Buscetta, ce fameux mafieux sicilien qui avait balancé tout son clan, et qui le fait magnifiquement avec une mise en scène superbe, qui nous embarque dans cette histoire-là et qui est vraiment prenant et très bien réalisé. Très bon film. Nous avons vu Doctor Who, le fandom français, de Pauline et Julien Cadar-Cerizel et Thomas Pouchin. Vous allez dire qu'on n'est pas du tout objectif, puisque les trois réalisateurs de ce film, ce sont des amis à nous, mais pourtant, j'ai été très touché par ce film. Je trouve que la chronologie est compréhensible par tout le monde, même ceux qui n'ont pas tout vécu dans le fandom de Doctor Who, comme c'est le cas pour moi. Très émouvant, à la fin, j'avoue, j'ai pleuré. On a pleuré. Nous avons vu La Bonne Réputation d'Alejandra Marquez Abella. Encore un film de UFO distribution, comme quoi ça peut pas toujours être que des coups de cœur. Celui-ci m'a laissé relativement indifférente personnellement. La mise en scène était sympa, mais après j'ai trouvé que cette histoire de classe sociale et de bourgeoise déchue est assez vue et revue, finalement elle m'a pas vraiment touchée. Nous avons vu The Irishman de Martin Scorsese. Alors oui,
Scorsese sait réaliser. C'est très beau et techniquement, le rajeunissement des acteurs est incroyable. Après, c'est très très long et assez C'est long. anticlimatique finalement et ça peut être assez frustrant quand on est devant un film de 3h30. Je comprends le propos, je comprends en quoi ça peut toucher beaucoup de gens. Moi, je suis un petit peu resté en dehors du film et je trouve que c'est pas très moderne. Nous avons vu À couteau tiré de Ryan Johnson. Un casting excellent, une mise en scène soignée pour une ambiance à la Agatha Christie. Un petit film sans prétention, mais qui se laisse déguster avec plaisir. Avec un scénario vraiment très très intelligent. En plus, j'ai pas vu venir la fin, personnellement. Et bien voilà, c'est ainsi que se concluent les films du mois de novembre. Et oui, j'espère que ça vous aura plu. C'était le dernier bilan qu'on fera en 2019. Il n'y aura pas de bilan sur le mois de décembre, puisque on se retrouve début janvier pour un bilan de l'année 2019 avec des invités prestigieux. Qui est-ce ? On sait pas.